Hello Challenger, how are you doing? Moi ça va grâce à Dieu, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau au travers de ce livre de Gary Chapman intitulé Les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous? Et là nous sommes à la troisième partie du livre, à la page 163. Les questions-réponses des saisons du mariage. Je veux vraiment que mon mariage s'améliore, mais je n'ai guère d'espoir. Et j'ai lu la stratégie numéro 7 sur le fait d'influencer positivement son mariage, mais rien de ce que je fais ne semble changer les choses. Quand j'ai essayé par le passé, mon conjoint ne s'est pas montré disposé à opérer le moindre changement. Je ne sais pas si une nouvelle tentative en vaut la peine. La réponse, je compatis à votre désespoir quand tous nos efforts ne rencontrent que la résistance ou l'empathie. Il est facile de se décourager. Cependant, le fait que vous n'ayez constaté que peu ou pas de changement dans le passé ne signifie pas que votre conjoint soit incapable de procéder à des transformations dans le futur. Par votre attitude et votre comportement, vous influencez forcément votre conjoint, pour le meilleur ou pour le pire. Même si vous avez l'impression de n'avoir que peu d'impact sur son comportement, cet aspect est en fait profond. Les stratégies que j'ai suggérées dans ce livre ont, lorsqu'elles ont été appliquées avec constance, aidé des milliers de couples à stimuler efficacement la croissance de leur mariage. Ne laissez pas l'échec apparent de vos efforts passés vous empêcher d'essayer ces stratégies dans votre couple. Certains mènent plus facilement à bien leur projet s'ils travaillent en groupe ou avec au moins une tierce personne. On peut prendre l'exemple des gens qui ont essayé sans succès de perdre du poids seuls et qui ont finalement atteint leur objectif en participant à un programme d'amaigrissement impliquant des réunions régulières entre membres. Si, comme eux, vous avez besoin d'être accompagné, vous devriez peut-être parler de ce livre à une personne dont la situation conjugale ressemble à la vôtre. Vous pourriez vous rencontrer régulièrement pour discuter de cette stratégie et des efforts que vous avez faits pour les mettre en pratique. Le premier pas, c'est-à-dire la décision de prendre à nouveau l'initiative, est souvent la plus difficile, mais il faut essayer pour pouvoir obtenir des changements positifs. Le paysan qui n'ensemence pas son champ ne peut pas espérer de récolter. Question suivante. Que se passe-t-il si j'entreprends une action stratégique que j'estime positive, mais que mon conjoint voit comme une vexation ou une manipulation? Réponse. La meilleure approche consiste peut-être à se montrer créative. Avant de démarrer une nouvelle stratégie, demandez à votre conjoint si tel comportement de votre part apportera une amélioration dans sa vie. Supposons par exemple que vous souhaitiez commencer par régler vos erreurs passées. Stratégie numéro 1. Vous pourriez dire à votre conjoint, j'ai réfléchi à ma vie et je sais que je ne suis pas un mari ou une femme parfaite. Je me rends compte que j'ai sérieusement manqué à nos engagements envers toi. Je voudrais relever tous ces manquements et pouvoir les considérer comme du passé. Je veux vraiment devenir le mari ou la femme que tu mérites. Voudrais-tu m'aider à cerner mes erreurs et me donner peut-être des suggestions quant à ce que je pourrais faire pour te faciliter la vie? Votre conjoint peut réagir avec désinvolture en lançant une phrase de ce genre. Je pense que tu ne le demanderais jamais. Je pensais que tu ne le demanderais jamais. Mais il peut aussi vous répondre avec sincérité en disant je suis prête à faire n'importe quoi pour améliorer notre mariage. Sa réponse n'est pas ce qui compte le plus en fait. Ce qui importe, c'est que vous annonciez honnêtement que vous réfléchissez sérieusement à votre couple, que vous avez décidé de régler le problème de vos fautes passées et que vous cherchez à aller de l'avant. Informez votre partenaire de ce que vous faites peut apaiser ses craintes et faire naître une réaction positive lorsque vous commencerez à mettre en œuvre vos intentions. D'autre part, si vous essayez de prendre des mesures en faveur de votre mariage et que votre conjoint réagit ainsi, je n'aime pas ça,
Je trouve que c'est vexant. J'ai l'impression que tu tentes de me manipuler. C'est qu'il a alors besoin de votre écoute empathique. Vous pourriez demander en quoi est-ce que c'est une manipulation à tes yeux? Écoutez-le attentivement et posez d'autres questions pour clarifier ses réponses. Vous pourriez demander, es-tu en train de me dire que lorsque je fais ... tu as l'impression que je te force à faire quelque chose que tu ne veux pas faire? Une discussion franche permet souvent de vaincre la résistance initiale de votre vis-à-vis et de commencer à mettre en place des changements positifs. Votre conjoint a alors moins de mal à se montrer coopératif. Il est bien sûr possible que ce qu'une personne voit comme un acte d'emprunt d'amour soit interprété par une autre comme une tentative de manipulation. C'est la raison pour laquelle la stratégie numéro 3 est tellement importante. Apprendre à parler le langage affectif de votre partenaire est l'un des meilleurs moyens de faire renaître le printemps et l'été dans le mariage. Question suivante. Si la confiance a été détruite ou endommagée, comment mon conjoint et moi-même pouvons-nous nous engager sur la voie de la réconciliation? Réponse. La plupart des époux entrent dans le mariage en ayant pleinement confiance l'un en l'autre. Si ça n'était pas le cas, ils ne prendraient probablement pas la décision de se marier. La confiance s'épanouit jusqu'au jour où l'un des époux, les deux, la trahit. Soit en se montrant infidèle d'une façon ou d'une autre. Une fois que la confiance a été entamée ou détruite, elle ne se restaure pas automatiquement. Parce que les époux fautifs admettent. J'ai eu tort, je suis désolée, tu veux bien me pardonner? Même l'aveu sincère, la demande de pardon suivie du pardon accordé ne rétablissent pas instantanément la confiance. Je décris souvent la confiance comme une plante fragile. La trahir revient à marcher sur la plante en l'enfonçant dans la boue. Bien qu'elle ait la capacité de se redresser et de reprendre de la vigueur, il lui faudrait du temps pour y parvenir. Trahir la confiance une deuxième fois, c'est sectionner la plante au niveau du sol. Les racines existent toujours, mais la tige qui la portait a disparu. Il faudrait encore plus de temps aux racines pour faire renaître la confiance. La restauration ne peut se faire que si le coupable redevient digne de confiance. Si vous êtes le fautif, vous devez agir conformément à ce que vous avez annoncé et aller là où vous avez déclaré vous rendre. Bref, vous devez mener une vie au-dessus de tout soupçon. Dans ce cas, la confiance grandira lentement. Si vous voulez que votre conjoint vous croie de nouveau, jouez carte sur table. Faites de votre vie un livre ouvert. Invitez votre conjoint à se renseigner sur vous. Accueillez favorablement ses questions. Vivez de sorte que vous n'ayez rien à cacher. Si vous agissez ainsi, vous verrez qu'à terme, votre conjoint aura à nouveau vraiment confiance en vous. Question suivante. Comment un couple peut-il vaincre la peur du changement et de l'inconnu, sachant que cette crainte risque de le paralyser et de l'empêcher de poursuivre cette transformation positive? Réponse. Regardons les choses en face. Le changement peut effrayer. Il nous fait parfois sortir de notre zone de confort. Il est cependant inévitable. Il implique une certaine dose de risque, mais les risques font eux aussi partie de la vie. Nous courons un danger dès que nous montons dans notre voiture pour emprunter l'autoroute. La plupart d'entre nous acceptons pourtant ces risques car nous savons qu'il n'y a pas d'alternative qui nous offre la sécurité totale que nous désirons. Il en va de même pour les changements que nous cherchons à opérer dans notre mariage. Il est toujours possible que le processus conduise à des disputes. Nous pouvons être amenés à exprimer tout haut des pensées et des sentiments, rester en sommeil pendant des mois, voire des années. Nous pouvons entendre des propos qui nous blessent,
En revanche, si nous ne nous engageons pas dans le changement, nos chances d'amélioration sont compromises. C'est pourquoi la plupart des couples sont prêts à prendre le risque de chercher à stimuler la croissance de leur mariage car ils savent que sinon, ils resteront enfermés dans une situation qui ne leur convient pas. L'un des objectifs de ce livre est de vous indiquer des pistes susceptibles d'améliorer votre couple, pistes qui vous aideront à opérer des changements positifs. Ce n'est pas parce que vous les suivez que vos efforts ne connaîtront aucune opposition. Mais grâce à elles, vous procéderez à des changements de la manière la plus positive qui soit. Les risques sont minimes comparés à la possibilité de faire entrer votre mariage dans une saison plus agréable. Question suivante. Que faire si les souffrances du passé, nées dans le mariage ou dans la famille d'origine de l'un des époux, sont tellement grandes que ce conjoint est incapable de les affronter même en étant motivé par le désir d'améliorer son mariage? Si un couple vit le pire mariage qui soit, si la température est en dessous de 0, comment peut-il s'attaquer à ces problèmes? Réponse. Il est vrai que certaines personnes sont enchaînées par le passé. Elles aimeraient que leurs conditions soient différentes, mais elles n'ont pas l'énergie émotionnelle qu'il faudrait pour prendre des mesures constructives. Elles pourront lire ces pages et rêver d'une amélioration, mais elles resteront comme paralysées. Leur esprit est embrouillé, leurs émotions faussées, et il leur semble plus facile de renoncer que de tenter. Ces personnes ont presque toujours besoin d'un conseiller professionnel ou d'un ami mature pour les aider à démêler les chevaux du passé et à trouver un moyen de sortir de leur désespoir. C'est souvent un ami de confiance qui encourage de telles personnes à s'adresser à un psychologue ou à une autre personne dont le soutien s'avère nécessaire. Dans ce cas, l'ami est le lien vital entre la personne troublée et la source d'espoir. Question suivante. Est-il possible pour un couple de vivre dans 2 saisons à la fois ou bien est-ce toujours la pire des 2 qui signifie le mariage? Réponse. Comme nous l'avons évoqué en première partie, il peut être difficile de distinguer les derniers stades de l'automne, les premiers stades de l'hiver. De même, les derniers stades du printemps ont tendance à se confondre avec les premiers de l'été. Je crois pourtant que la plupart des mariages se situent assez clairement dans l'une des 4 saisons. Cependant, il peut être tout à fait juste de décrire son mariage comme automnal et hivernal ou printanier et estival. Cela signifie que vous avez des caractéristiques des 2 saisons. L'objectif de ce livre est d'inviter les couples à toujours se diriger vers une saison plus enviable ou à demeurer dans leur saison si elle est agréable. Nous n'éliminerons pas entièrement de notre expérience conjugale l'une ou l'autre des 4 saisons. Cependant, l'idéal serait d'avoir des automnes et des hivers courts avec des printemps et des étés longs. Je pense que les idées développées dans la deuxième partie de ce livre peuvent aider les couples à parvenir à cet idéal. Prochaine question. Est-il nécessaire que les époux soient dans la même saison pour que l'on considère leur mariage comme en bonne santé et réussi? Réponse. À mon avis, un mari et une femme sont toujours dans la même saison du mariage, qu'ils en aient conscience ou non. Il est vrai qu'au cours de mes recherches, j'ai rencontré des couples dont chaque membre percevait différemment la saison de son mariage. Je me souviens d'un mari qui m'a déclaré: notre mariage en été, nous ne pourrons pas être plus heureux, mais la femme a corrigé: nous sommes sans conteste en hiver. Je me sens très éloignée de mon mari, qu'il l'ait su ou non, cet homme vivait en hiver. Ses besoins et ses attentes étaient apparemment satisfaits, mais pour ceux de son épouse, c'était une toute autre histoire. Si l'un des époux pense que son mariage est au printemps et que l'autre le voit en été, ces différences n'ont guère de conséquences. Mais si les époux sont aussi peu en phase que le couple dont je viens de parler, leur mariage est assurément en hiver.
Comme les maris et les femmes n'ont souvent pas les mêmes attentes quant au mariage, ils peuvent ainsi percevoir différemment la réussite de leur union. C'est pourquoi il n'est pas rare que deux conjoints tirent des conclusions différentes sur la saison de leur mariage. En réalité, leur mariage se situe probablement quelque part entre leurs deux perspectives. Mais ce qui est important, c'est qu'ils communiquent ensemble. En se servant des renseignements contenus dans ce livre, ils seront plus capables d'établir un dialogue valable qui leur permettra de comprendre mieux et améliorer la saison dans laquelle se trouve leur union. Le test des saisons du mariage, à la fin de la première partie de ce livre, peut favoriser cette communication. Prochaine question. En passant d'une saison à l'autre, le mari et la femme peuvent ne pas se retrouver au même stade ni avancer au même rythme. Ils ne seront pas toujours d'accord sur ce qui se passe au sein de leur mariage ou sur ce qu'ils ont besoin de faire. Y aurait-il davantage à dire sur la manière d'assumer ces divergences? Réponse. Cette question touche une réalité essentielle. Nous sommes des individus et le mariage ne gomme pas notre individualité. Nous interprétons les situations différemment. Confrontés aux mêmes expériences, nous réagissons par des émotions qui nous sont propres. Nous nous comportons également différemment face aux éventuels événements de la vie. L'un des époux, par exemple, luttera contre le chagrin ou la déception en parlant à l'excès, tandis que son compagnon s'enfermera dans un douloureux mutisme. Ou alors, l'un des conjoints fera face à l'adversité en multipliant les activités, tandis que l'autre contemplera le coucher du soleil en méditant. Le but du mariage n'est pas de fabriquer des clones. Il s'agit plutôt pour nous d'apprendre à aider l'autre à développer ses caractéristiques uniques afin qu'ensemble, nous puissions accomplir les objectifs pour lesquels nous sommes faits. Quand nous considérons notre conjoint comme un coéquipier plutôt que comme un concurrent, nous sommes bien plus susceptibles d'atteindre cet objectif au lieu de laisser nos différences nous diviser. Nous nous en réjouissons ou, comme je l'ai dit, nous en tirerons le meilleur parti possible. Prochaine question. Si j'essaie une des stratégies que vous proposez et qu'elle ne marche pas, dois-je l'abandonner et en tester une suivante? Réponse. Dans mon esprit, les stratégies exposées dans cet ouvrage ne sont pas conçues pour être utilisées à la suite l'une de l'autre. Ce ne sont pas non plus des programmes indépendants à exécuter à tour de rôle. Il s'agit plutôt d'un style de vie et de modèles comportementaux que nous devrions essayer d'intégrer à la structure de notre vie actuelle. Par exemple, lorsque nous adoptons une attitude positive, nous espérons que cela nous servira indéfiniment et qu'il ne s'agira pas uniquement d'un expédient ponctuel destiné à consolider un mariage affaibli. Parler le langage affectif de notre conjoint est un mode de vie à durée illimitée et dont les récompenses sont immenses. Devenir un auditeur compréhensif vous sera utile à la maison, avec vos voisins et au bureau. Aider votre conjoint à réussir est un projet que vous mènerez sur le très long terme et dont vous tirerez d'importants bénéfices. Apprendre à tirer parti de vos différences fera de vous et votre conjoint l'équipe gagnante que vous souhaitez former. Régler le problème des fautes passées peut constituer un premier pas essentiel pour revitaliser votre mariage, mais vous et votre partenaire aurez toujours à traiter au quotidien et chaque semaine de nouvelles erreurs. Admettre que vous avez commis une faute et demander pardon deviendront une manière de vivre. Enfin, vous aurez toujours une influence positive ou négative sur votre conjoint. J'espère qu'elle sera positive avec l'aide que vous trouverez dans ce livre. Selon moi, ces stratégies ont un impact parce qu'elles modifient nos attitudes et nos actions et donnent naissance à des émotions positives.
Peut-être stimuleront-elles des changements complémentaires en votre conjoint ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, si vous-même et votre partenaire cherchez à vivre en appliquant les 7 principes, vous passerez sûrement plus de temps au printemps et en été dans les saisons froides du mariage. Prochaine question. J'ai beaucoup d'amis dont le mariage se trouve en automne ou en hiver. Que puis-je faire pour les aider? Le souci que vous exprimez a motivé de nombreux couples à s'impliquer dans les mouvements d'enrichissement du mariage au cours de ces dernières années. Dans ce domaine, notamment, des associations catholiques, protestantes ou évangéliques proposent des rencontres de grande qualité. D'autres se sont tournés vers des conseillers professionnels. Ces derniers s'occupent de mariages extrêmement troublés en aidant les époux à se comprendre personnellement et mutuellement. Ces conseillers jouent un rôle capital dans la préservation des couples. Tous n'ont pas besoin des services d'un conseiller professionnel, mais tous les couples ont besoin d'apprendre à enrichir leur mariage. Tout mariage croît ou régresse, soit il avance plus profondément dans le printemps ou l'été, soit il pénètre davantage dans l'automne ou l'hiver. Rechercher l'aide que dispensent les mouvements d'enrichissement du mariage peut nous permettre de remplacer les tempêtes de neige glacée par les crocus en fleurs. C'est la raison pour laquelle, au cours de ces dernières années, j'ai dépensé de bonnes doses d'énergie à écrire des livres tels que celui-ci et à diriger des conférences sur le mariage. Je crois que de nombreux couples ont une relation suffisamment saine pour parvenir à faire croître leur relation en puisant simplement dans un livre et en appliquant les concepts qui y sont exposés. D'autres apprennent en écoutant. Ils comprennent mieux les principes lorsque on leur explique oralement. Le cas d'une conférence ou d'un séminaire est donc idéal pour eux. Depuis de nombreuses années, j'encourage les couples à assister à une conférence sur l'enrichissement du mariage et à lire ensemble un ouvrage sur le sujet une fois par an. Si nous pouvons rendre plus importante la participation à ces 2 formes d'enrichissement du mariage, je crois que nous assisterons au sauvetage de milliers d'unions chaque année. Si les couples qui vivent au printemps et en été peuvent tendre la main vers ceux qui connaissent les rigueurs de l'automne ou de l'hiver, en les guidant par exemple vers un moyen approprié d'apprendre à améliorer leur relation, leur mariage, les mariages de notre pays gagneront largement en qualité. À ma connaissance, rien ne peut changer davantage le climat culturel général que des mariages enrichis et en pleine croissance. Quand vous travaillez à l'amélioration de votre relation conjugale, vous êtes un moteur, non pas uniquement pour vos amis, mais également pour vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, c'est-à-dire pour les générations à venir. Vous pouvez leur présenter un modèle de mariage en bonne santé, un mariage qui tire le meilleur parti des 4 saisons. Ici prend fin la lecture de ce jour, les questions et réponses des saisons du mariage. Avez-vous reconnu votre situation et avez-vous obtenu une réponse? Moi, je l'ai obtenue et j'ai reconnu. Et ça fait du bien. C'est avec joie que je vous ai servi. Moi, c'est Souveraine. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons de la 4e partie du livre Guide d'études des saisons du mariage. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à faire partie de cette grande communauté. Shalom chez vous, Challenger.